up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. La quatrième, déjà la quatrième de cette formidable semaine consacrée au Hobbit. Alors, si je reprends dans l'ordre, vous avez dû voir lundi les amis Christophe Bricot et Nemo nous parler de la critique non professionnelle face à la critique professionnelle. Le lendemain, le mardi, vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt et de passion Jean-Rodolphe Turlin, auteur émérite qui est dévoué à Tolkien, et nous avons fait une émission spéciale Tolkien. Hier, mercredi, c'était au tour de Romain Dasnois de nous présenter ses propres productions réalisées autour du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, dont un récital pour piano. Et aujourd'hui, on va rester carrément dans le thème, hein, la jonction, comme quoi c'est pensé, tout ça, la jonction musicale est bien arrangée, puisque l'émission d'aujourd'hui est consacrée à Howard Shore dans sa quasi-intégralité. Et pour ce faire, j'accueille Cécile Carayol, maître de conférences en musicologie à l'Université de Rouen, spécialisée en musique de film. Cécile, comment vas-tu? C'est toujours la première question chez Microciné. Mais très très bien, Vivien. Merci beaucoup de ton invitation qui me touche et qui me rappelle des jolis souvenirs, parce que j'imagine que tu en diras un mot, mais on s'est rencontrés il y a fort longtemps. Hein, c'était au moins au deuxième âge de la Terre du Milieu. Au moins au deuxième âge, pour une superbe revue musique de film, dont tu étais le rédacteur en chef. Oui, en fait, voilà, c'est pour ça que je me permets de tutoyer Cécile, malgré son titre de haut rang, hein, et parce qu'on se connaît depuis très longtemps. En fait, j'étais à l'époque rédacteur en chef du magazine Cinéphonia, dédié aux musiques de films. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Et un beau jour, j'ai reçu une candidature spontanée d'une certaine Cécile Carayol. Je lui ai donné rendez-vous pour un entretien au café Le Zimmer, hein, à Paris. Et c'est marrant, ça fait partie de ces rencontres un peu magiques où on accroche tout de suite avec la personnalité, la passion, les connaissances de quelqu'un. Et donc, Cécile a fait ses premières armes journalistiques chez nous avant de voler de tes propres ailes. Mais justement, c'est intéressant. Raconte-nous en quelques phrases ton parcours. Enfin, d'où vient déjà ton amour de la musique de film viscérale? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on devient rédactrice, puis professeur, puis jusqu'à maître de conférence? Comment ça se passe, ça? Alors, dans mon cas, musique de film, tu me parles de musique de film, mon grand amour, je le dois à Herman Hitchcock, tout simplement. Hein. C'est pas très original, mais c'est en tout cas un amour-passion que j'ai eu pour ce duo et qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est vraiment grâce à Herman et grâce à Hitchcock, grâce à Vertigo, grâce à Psycho, etc. Et ensuite, mon amour pour la musique, bien sûr, parce que j'en ai fait depuis toute petite. Et après, j'ai fait des études de musique, de musicologie. Donc, je me suis prédestinée à la recherche. Ça m'a beaucoup plu d'emblée. J'avais envie de, voilà, musique de film. Je me suis dit, tiens, il y a pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose en 2004, 2003 encore sur la musique de film dans le paysage universitaire. Et donc, je me suis intéressée à ce domaine. Et en parallèle, j'ai eu la chance de découvrir Cinéphonia et d'y travailler, comme pendant que je préparais ma thèse à l'époque, d'y travailler comme journaliste. Et donc, ça m'a permis, tu le sais mieux que quiconque, Vivien, ça m'a permis aussi de rencontrer des compositeurs, de mener des entretiens super intéressants, notamment avec Audiard, quand même, Jacques Audiard, avec Philippe Rombi, avec Alexandre Desplat, et j'en passe. Et évidemment, ça m'a aidé à construire mon parcours de chercheuse et ensuite d'arriver à... J'ai eu la chance d'avoir un poste musique de film à l'université de Rouen après la thèse, et voilà. Et voilà pourquoi la musique de film ne m'a jamais quittée depuis Hitchcock Herman, quand je les ai rencontrés à l'âge de 11-12 ans. J'en profite du coup pour dégainer ceci. Alors, vous n'allez pas bien le voir là à l'image, mais je vais l'incruster à part. Le quart d'heure voilà. Au promo, mon Vivi. C'est une musique pour l'image vers un symphonisme intimiste dans le cinéma français par Cécile Carayol, ici présente, avec une préface avec une préface ni plus ni moins que de Michel Chion. Voilà, et une postface, j'en bafouille, de Gilles Moelic. Voilà. Et alors, je vais me permettre de vous lire la jolie dédicace que Cécile m'avait fait à l'époque de la sortie de ce livre, parce qu'elle résume en partie
tout ce qu'on vient de raconter. Il était une fois un super rédacteur en chef, ça c'est moi, m'embaucher pour travailler dans un magnifique magazine. Quelques mois plus tard, je rencontrais Philippe Rombi, dont les BO étaient au centre de ma thèse. Et aujourd'hui, de tout ce parcours naît ce livre. Un grand merci, voilà, et avec toute mon amitié et mon affection, Cécile. Voilà, donc un premier livre. Je continue la promo tout de suite. Puis un second que j'aime énormément aussi, voilà, qui s'appelle Musique de séries télévisées. Alors cette fois-ci, écrit en collaboration avec Jérôme Rossi. Voilà. Et c'est pas fini, parce qu'elle est prolifique, la petite dame. Voilà ce qui nous ramène un petit peu plus encore aujourd'hui. Voilà. Musique de films fantastiques, Code d'une humanité altérée, par Cécile en solo. Du très 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 gros boulot. Voilà. Et comme finalement l'univers de Tolkien, l'univers du Seigneur des Anneaux n'est pas totalement étranger à l'univers du fantastique, bien que ce ne soit pas au cœur du chalet, voilà, Howard Shore revient régulièrement à travers cet ouvrage, dont je me permettrai tout à l'heure de citer un ou deux passages. Voilà. Est-ce que ça te va en termes de promo? Tu veux rajouter quelque chose? C'est le moment, c'est l'instant. C'est magnifique. Hein. Je n'ai rien à rajouter, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Howard Shore, bien évidemment, en tant que compositeur, et je t'ai demandé de venir parce que on en parle souvent, voilà, entre fans, entre journalistes, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment la musicologue que je viens chercher. Les spectateurs ont pu remarquer que tu es prête à dégainer, tu as un magnifique piano derrière toi, hein, voilà. Donc, en plus, on va avoir droit à des illustrations musicales. Si je te dis, alors, de manière très, très sommaire, très succincte, si je te dis Howard Shore, immédiatement, ça t'évoque quoi? Mais ça m'évoque d'abord Le Silence des agneaux, parce que c'est comme ça que je l'ai connu. C'est comme ça que je l'ai approché, on va dire, le monsieur. Alors, bizarrement, c'est pas par Cronenberg, même si j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec Cronenberg. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu attirée par tout ce qui est thriller, horrifique, etc. Et donc, Le Silence des agneaux, j'ai trouvé sa partition qui mélange à la fois une recherche instrumentale et puis à l'époque des sons électroniques il arrivait à hybrider, à fusionner avec l'orchestre et déjà ces harmonies particulières, etc. qui font un univers et qui fait que on n'oublie pas quoi. Le Silence des agneaux, quand on écoute la BO, on sait que c'est le film, on voit Hannibal Lecter, on voit Clarisse, on voit. Donc c'est vraiment une atmosphère, c'est une musique qui nous embarque dans une atmosphère très précise et donc voilà, pour moi Howard Shore, mon coup de cœur à la base, c'est Le Silence des agneaux. Alors c'est marrant parce que presque on croirait que c'est la contrepétrie ou le lapsus du Seigneur des Anneaux. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Qui est une autre magnifique BO que j'ai beaucoup aimé, évidemment. Mais voilà, tu me demandais qu'est-ce que m'évoque Howard Shore. Ben voilà, je t'ai répondu, c'est Le Silence des agneaux en premier. Alors d'ailleurs, à propos du Silence des agneaux, oui. Tu emploies une expression dans le livre que je viens de montrer que j'aime beaucoup. En page 26, tu dis que la partition de Howard Shore pour Le Silence des agneaux, j'insiste bien, Silence des agneaux, c'est de l'épique obscure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu voulais exprimer à travers ces termes qui sont clairs en soi, hein, mais... Oui, bien sûr. Alors, à la base, c'est un terme que j'ai utilisé pour pour Howard Shore, pour cette partition-là, en effet, qui a un lien avec l'horreur, avec le mal, voilà. Et pour toutes les partitions qui font école, en fait, que j'ai appelé l'école néo-hollywoodienne, c'est les compositeurs néo-hollywoodiens, ou post-Williams, où à partir milieu des années 70 et après l'âge d'or de cette époque-là, c'est les années 90. Et en effet, ils reproduisent un petit peu, ils reprennent des caractéristiques qui émanent du symphonisme classique hollywoodien, Korngold, Steiner, etc. Ils maintiennent une haute unité, on va dire, narrative, le narrative cueilling, comme on l'appelle, avec des thèmes récurrents, etc. Et l'épique obscure, c'est un des sous-genres de ce néo-hollywoodisme, de cette école-là, qui consiste à, comme son nom l'indique, à avoir une orchestration à un moment donné dans des moments tonitruants, des grosses scènes d'action, de combat, plutôt sombres, plutôt avec... donc ça peut être du combat, ça peut être des scènes d'horreur, ça peut être... c'est des scènes souvent où il se passe des choses plutôt sombres. Et en effet, l'épique obscure, c'est ce mélange
d'orchestration sombre, avec toujours une prédominance, on est dans les pics de cuivre, de percussion, de rythmique superposées, mélangées, des modes de jeu contemporains aussi, avec des cordes comme peut l'utiliser Shore ou d'autres, col legno, des pieds aléatoires, des choses bruitistes un peu. Donc le registre grave qui va dominer, le chœur, les chœurs d'hommes, pourquoi pas. Et en effet, pour le citer, je fais un peu de côté, mais Jerry Goldsmith, je le mets aussi dans les pics obscurs. C'est cette façon de traiter le chœur de manière blasphématoire ou de détourner des musiques du sacré, et notamment d'utiliser on y reviendra après pour le Hobbit, parce qu'il le fait, d'utiliser par exemple le thème du Dies Irae, qui est le plein chant grégorien de la messe des morts à la base. Donc ça, je le rejouerai après. Donc ça, c'est vraiment un thème, bon, le Dies Irae qui a traversé l'histoire de la musique, déjà savante, et puis de la musique de film, depuis Metropolis, par exemple, de Fritz Lang, déjà dans le muet, et qui, comme ça, traverse... Plus tard, le 7e saut, je pense à Bergman, voilà. le 7e saut. Elle y est partout, dans Elfman, il y est partout, ce Dies Irae, et c'est vrai qu'incorporé à ces cuivres tonitruants, à ces dissonances, cet orchestre sforzando, martelé, marcato, c'est tout ça qui fait l'épique obscure, et même le fait d'utiliser le piano, par exemple, ça c'est une des marques de l'épique obscure, le piano dans l'extrême grave en percussif, vraiment comme dans Les Dents de la Mer, le début de Les Dents de la Mer, il est vraiment aux côtés de la contrebasse, et il y va, et donc c'est tout ça qui fait pour moi l'épique obscure, et c'est vrai qu'Howard Shore, dans Le Silence des Agneaux, ne déroge pas à ces codes et l'utilise à sa manière, voilà, pour symboliser la personnalité notamment trouble de notre Hannibal Lecter, et aussi du psychopathe lié à la narration du film, à cet opus. Alors, tu viens déjà de nous dire beaucoup de choses, et alors j'en profite pour faire un petit clin d'œil, alors très amical, c'est pas de la provocation du tout que je vais faire, à notre invité d'il y a 2 jours, Jean-Rodolphe Turlin. On avait un petit peu évoqué le travail de Howard Shore, qu'il n'apprécie pas. En tant qu'admirateur de Tolkien, il n'apprécie pas vraiment les films de Jackson, et il n'arrive pas à apprécier la musique de Howard Shore non plus, qu'il juge, alors je ne le cite pas exactement, vous reverrez l'émission, mais quelque part un peu interchangeable avec toutes les musiques de type hollywoodienne qu'il y a pu y avoir à cette époque-là, etc. Et en fait, ce que j'aimerais tout au long de l'émission qui vient, c'est d'essayer de lui montrer le contraire, de lui prouver que c'est pas que ça. Mais donc, on va profiter de l'émission pour un peu en fil rouge comme ça, à lui faire des petits clins d'œil, et à la fin, je te demanderai un bilan, voir si c'est effectivement pour toi qui est très connaisseuse, experte même dans le domaine, si on peut vraiment dire que la musique du Seigneur des Anneaux, pour le coup, pas uniquement celle de Howard Shore dans sa globalité, mais du Seigneur des Anneaux, est si interchangeable que ça, et si hollywoodienne que ça. Il y a un autre terme que tu emploies, et je crois que c'est la première fois que tu cites le Seigneur des Anneaux dans ton livre, c'est en page 19, donc c'est au tout début. Tu qualifies la partition de Howard Shore comme faisant preuve d'une grande mélancolie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aussi là-dessus, sur cette notion de grande mélancolie, alors que justement, quand on pense Seigneur des Anneaux, on pense tout de suite, voilà, épique, bataille, grandeur, hollywoodien. Et non, la première chose que tu cites, c'est la mélancolie. Je trouve ça assez fascinant. En fait, oui, pour moi, c'est ce qui frappe le thème des anneaux, de l'anneau. Enfin, le thème déjà de... Alors, donc, voilà le thème qui commence par déjà un intervalle en musique de seconde mineure, et qui peut avoir une consonance horrifique, mais qui aussi déjà qui se résout sur un accord mineur. Donc, d'emblée, voilà, déjà, on est dans la tristesse. Là, on y est. Bon, rien que ce début, pour moi, il a vraiment résumé il résume, en tout cas, il résume ce que j'entends par mélancolie. On a déjà ce mode mineur qui d'emblée nous remplit, et puis ensuite il va y avoir le contre-champ de corps qui va encore apporter, avec ces violons qui vont se mélanger, ce lyrisme un peu qui nous amène directement dans le genre, on est vraiment dans l'épopée légendaire, mais on a ces violons extrêmement expressifs, mineurs, avec cette amorce encore une fois
en seconde mineure. J'y reviendrai là pour le Hobbit, c'est important, c'est pour ça que j'y reviendrai. Mais parce qu'il construit évidemment sur la longueur. Hein, il fait comme Williams et les autres qui font des sagas, c'est-à-dire qu'il a ce savoir-faire hein, qui fait que il coud comme ça des thèmes, qu'il découd, qu'il recoud autrement, et on le verra après avec le Hobbit. Et en fait, tout ce thème, il a une ampleur mélancolique. C'est pas que alors je vais y arriver. Ce n'est pas que parce qu'il emploie le mode mineur, mais c'est vraiment l'inflexion mélodique, c'est la couleur de la harpe qui se mélange au corps, aux cordes. On a vraiment, en plus, ce thème arrive aussi à des moments. Il répond de la même manière le début de Gollum aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais la chanson de Gollum, le Gollum Song, qui est au départ instrumentale, pareil, corps, harpe, cordes et voix murmurée. Et on est à un moment où on a vraiment des moments que Peter Jackson, d'ailleurs, fait beaucoup dans ses films, même s'il y a beaucoup de scènes d'action, de combat, etc. Il y a ces moments où on est dans les grandes fresques, on est dans des moments suspendus, dans des moments contemplatifs, et où les personnages sont dans leurs soucis, leur nostalgie, et ça, la musique de Howard Shore, elle nous y emmène. Elle nous y emmène tout au long déjà du Seigneur des Anneaux, et elle nous y emmène à plusieurs reprises dans le Hobbit aussi, bien sûr. On a ces moments suspendus. Et il a cet art d'écrire comme ça des motifs qui à la fois nous emmènent dans le pays des légendes ancestrales, en terre du milieu, comme tu l'avais très bien dit, Vivien, qui doivent sonner comme les années il y a des millénaires, et en même temps, voilà, il élargit le cadre et il nous emmène parce que c'est quand même dans cette mélancolie, parce que c'est quand même finalement les épreuves que traverse, et pour moi l'œuvre de Tolkien, c'est ça, c'est quand même empli même s'il y a de la bravoure, du courage, etc., c'est empli quand même de tristesse et de cette nostalgie qui traverse. Alors tout ça est d'autant plus fascinant que à l'origine, Howard Shore, il vient de la comédie. Ça peut paraître incroyable parce que toute sa filmographie, disco-filmographie est basée quasiment uniquement sur le thriller, sur le côté sombre, parce que là, on l'évoque sur Le Seigneur des Anneaux, mais toute sa collaboration avec Cronenberg, ce n'est quasiment que ça. Quelque chose de très minimaliste, de très insidieux, de très sinueux, voilà, on va dire, quoi. Alors que, voilà, je vais juste donner 2-3 points de repère. Howard Shore, il naît en octobre 1946 à Toronto, donc en fait, il est canadien. Et après des études à la Berklee College of Music et puis à la Forest Hill Collegiate Institute, en fait, très vite, il rencontre en colonie de vacances, donc rien à voir, quand il est encore jeune, il rencontre un certain Lorne Michaels. Lorne Michaels, c'est le futur producteur-créateur d'un petit show qui a bien marché, le Saturday Night Live. Voilà. Donc, il commence par une mouture canadienne qui s'appelle pas encore tout à fait comme ça et qui n'est pas encore sur la chaîne américaine officielle. Puis après, ça devient progressivement le Saturday Night Live et il embauche naturellement son pote Howard Shore à la musique, mais pas que. Il faut savoir que Howard Shore intervient à l'image dans des sketchs. Quand il s'agit de sketchs musicaux, on peut le voir à l'époque jouer, voilà, faire un petit peu le canaillou, on va dire, avec ses copains du Saturday Night Live, quoi. Donc, il faut savoir que après ses débuts au Saturday Night Live, même pendant ses débuts au Saturday Night Live, il y a un monsieur qui s'appelle Murray McCorvitz qui, en 1978, s'intéresse à lui et lui fait faire son premier long métrage, en fait, qui s'appelle I Miss You, Hugs and Kisses. Alors, ça pourrait ressembler à une comédie romantique. Alors, pas du tout. C'est un thriller sulfureux, au contraire, quoi. Et quand David Cronenberg voit ce film, il est en pleine recherche d'un compositeur pour Chromosome 3 et c'est comme ça que débute leur relation, quoi. Donc, c'est assez rigolo et on ne s'attendrait pas du tout à une musique comme ça venant de quelqu'un qui vient comme ça du jazz, de la comédie. Il a même eu un groupe rock au tout début de sa carrière, donc rien à voir. Et on ne pense pas forcément à Howard Shore pour adapter du Tolkien, quoi. Donc, juste pour faire un dernier point d'historique, eh ben, effectivement, au départ, c'est pas du tout Howard Shore qui devait composer la musique du Seigneur des Anneaux, c'est un certain James Horner, qui était au sortir du succès de Titanic, et au-delà du succès, qui était rincé par Titanic, hein. Donc il se voyait déjà pas repartir pour une composition au long cours comme ça. De plus, sa fille venait de subir une opération, et donc était en convalescence, et la composition, ça va être important, de la musique du Seigneur des Anneaux impliquait que le compositeur choisi parte une longue période en Nouvelle-Zélande pour se nourrir des plateaux, pour discuter avec les comédiens, pour écrire
musicalement le scénario du film ensemble. Voilà, donc on est loin du processus hollywoodien qui dit vous avez 5-6 semaines pour faire votre boulot, etc. Donc il y avait ça. Et James Horner refuse, pas forcément au départ à contre bon gré mal gré. Au départ, il refuse assez facilement parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, Peter Jackson, il n'est pas encore si connu que ça. Hein, à part par les sphères un petit peu horrifiques au gore qu'on lui connaît. Du coup, il refuse assez facilement. Voilà. Et quand Howard Shore, c'est Fran Walsh, je crois, ou Philippa Boyens, faut que je vérifie ça. C'est Fran Walsh, voilà. Fran Walsh qui pense à Howard Shore parce que c'est quelqu'un qui, en fait, depuis le début, ne fait qu'adapter des romans. La plupart des films de Cronenberg sont adaptés de romans. On parlait du Silence des agneaux, c'est une adaptation de roman. Donc, finalement, c'est une adaptation de roman de plus, quoi. Et il se trouve qu'Howard Shore est un grand passionné du Seigneur des Anneaux depuis les années 60, quand il a découvert les livres, et qu'il n'attendait qu'une chose, c'est qu'une adaptation se fasse, juste pour pouvoir la voir et l'écouter. Il ne se serait même pas projeté dans la perspective, dans l'idée de lui être convié à ça. Et quand finalement Peter Jackson l'appelle, bah, il tombe des nues, il est ravi. En plus, ils s'entendent très bien, et effectivement, il part en Nouvelle-Zélande, il rencontre les comédiens, il visite les plateaux de la Lothlorienne, de Fontcombe notamment, donc ça lui inspire tout ce côté des elfes, etc. Et donc, je vais arrêter là le côté historique, on a compris. Est-ce que tu peux nous dire, toi, purement dans l'industrie, en quoi, rien que ça, déjà, c'est une démarche complètement atypique par rapport au format, pas seulement hollywoodien, hein, au format dont ça se passe, la confection de musique de film. Le compositeur, généralement, n'a pas ce temps-là, n'a pas ce luxe-là. Donc, est-ce que pour toi, c'est déjà un signe que quelque chose de spécial était sur le point de se passer avant même qu'il compose la première note, quoi? Alors oui, bon après, c'est vrai qu'il y a ces configurations, ça existe hors Hollywood, ça oui, où les compositeurs se voient invités dès le tournage et tout, ça reste quand même assez rare. Et ça, là, ça m'étonne pas de la démarche évidemment du réalisateur, de la production, qui ont évidemment favorisé, permis ça, et qui, à mon avis, bien sûr, a participé pleinement à faire qu'un compositeur, parce qu'un compositeur s'imprègne évidemment du plateau, du tournage, de tout ce qu'il peut, même sur scénario, hein, ils sont capables de bien, voilà, de composer. Mais c'est vrai que là, ça lui a apporté certainement quelque chose en plus, c'est évident. Et par rapport à Horner, j'allais dire, c'est pas un hasard, parce que finalement, le hasard, ou alors le hasard a bien fait les choses, et ce n'est pas totalement du hasard, puisqu'ils ont quand même cette maintenant, avec le recul du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, on peut le dire, hein, Howard Shore, comme James Horner, avec Titanic, avec Brevard, avec Zorro, etc., ils ont cette aisance pour faire des grandes fresques. John Barry l'a eu aussi avec Out of Africa, etc. Mais voilà, ils ont, pour faire ce lyrisme, ce que j'appelle ce lyrisme épique, qui leur est propre. Et puis, il y a autre chose qui les rapproche là, c'est que James Horner, si je ne me trompe pas et si je le cite bien, sinon il faudra que je relise mes Cinéphonia magazine, mais il disait en se citant lui-même qu'il hypnotisait sa musique. Et c'est vrai que, je dis ça parce que ça va être facile, vous allez comprendre pourquoi, parce que Horner adore le modal, adore les modes, et notamment les modes celtes, le mode de ré. Donc si on parle de la note ré, qu'on joue sans altération du tout, ce mode de ré, avec le si bécard, pour ceux qui veulent, voilà, on a ce mode de ré, c'est le mode celte par définition, c'est le mode qui est le plus utilisé dans les jigs, les reels irlandais, tout ça. Et en fait, déjà dans Titanic, il l'utilise. Je cite celui-là, mais il utilise forcément ce mode. Il utilise la cornemuse, la tin whistle, tout ce qui peut évoquer ce mode celte un peu. Or, dans les films de fantasy, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Le Hobbit, dont Howard Shore a fait une magnifique fresque musicale, hein, je le redis, je l'ai démontré dans mon livre, dans plusieurs films de fantasy hollywoodiennes notamment, le mode de ré est très utilisé pour évoquer tout ce qui est ancestral, archaïque et légendaire. L'ancien, le légendaire, eh bien, on va chercher le mode de ré, ce mode celte. Eh ben écoute, alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut retrouver ce dont tu viens de parler. Alors, chez James Horner, moi, tout de suite, ça m'évoque Patriot Games, ça m'évoque Ennemi rapproché de Devil's Own, hein, où ce que tu viens de démontrer est très, très prégnant, en fait, dans ces partitions-là.
Et ce que je trouve génial, c'est qu'à présent, Bear McCreary perpétue ça, ce côté très celtique dans Les Anneaux de pouvoir, la série Amazon. Donc, c'est tout ça est très très lié, quoi. Voilà. Oui, et puis il y en a plein qui font. Voilà, là on parle de Warshore et c'est vraiment un code de la fantasy. Williams le fait sur un des thèmes de Harry Potter. Hein. Le thème lié aux souvenirs des parents, il est basé, à un moment donné, il est fondé sur le mode de Ré et j'en passe en fait. Il y en a aussi dans Maleficent de Newton Howard, etc. Donc oui, on a vraiment ce côté. Alors ce mode de Ré, il en met un peu partout au Warshore. Hein. Il a mis, je le dis, il en mettait dans Le Seigneur des Anneaux, pas forcément dans les thèmes principaux, pas forcément dans le thème des Anneaux, pas forcément dans le thème lié au Hobbit, en particulier à Bilbon, etc. Mais il va le mettre dès qu'il s'agit d'évoquer tout ce qui est légendaire, épopée légendaire, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment lié à un code lié au genre, en fait. Je vais me permettre de te citer maintenant pour la suite de la conversation. J'ai fait un petit marque-page. Il y a un passage intéressant où justement tu t'attardes un petit peu sur Howard Shore et ce Seigneur des Anneaux. Donc je vais lire tout le passage et puis je te laisse réagir après. Donc on est en page 129 pour ceux qui veulent se procurer le livre. Alors j'ai mes lunettes progressives, c'est pas facile pour moi. Alors, mais c'est surtout la partition d'Howard Shore pour Le Seigneur des Anneaux qui offre un syncrétisme de ce lyrisme épique légendaire. Les contre-chants des corps solos répondent au violon dans le thème principal, mais aussi dans le prélude de la chanson de Gollum qui clôt le deuxième opus. Là, tu vas voir, ça va te faire la transition là, vers le Gollum Song. Dont l'harmonie modale, le mélange des modes majeurs et mineurs, ou les enchaînements inusuels d'accords annoncent les péripéties tumultueuses de Frodon et Sam. La mélodie est d'abord entonnée par un chœur murmuré qui se fait l'écho du silence inquiet des deux héros, guidés par le perfide Gollum, soutenu par les arpèges lents de la harpe, le pupitre des corps et je tourne la page, roulement discret de timbales avant d'être relayé par le contre-chant lyrique des violons. Déjà, ça vous donne une idée de la précision employée par Madame Carayol sur son bouquin. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire plus de ça? Et je sais que tu voulais nous parler dans le détail du thème de Gollum et de Gollum Song, donc c'était pour t'offrir une transition toute déballée. Oui, alors en fait, moi, c'est vrai que c'est un des thèmes que j'aime le plus, honnêtement, dans Le Seigneur des Anneaux. Même peut-être avant celui des Anneaux. C'est vraiment un thème que je trouve intéressant parce que, en plus, Howard Shore, il fait de la narrative killing, donc quand on est dans l'horreur ou on est dans quelque chose de dark, un peu de sombre, il va vers ça. J'y reviendrai après avec le Hobbit. On a vraiment des motifs, comme on le disait, épiques obscurs, etc. C'est des motifs, c'est même plus des mélodies, c'est des mélodies mais mélangées, enchevêtrées, etc. Et ce que je trouvais original pour le Gollum Song, c'est que c'est une chanson très consonante, très belle. C'est une chanson presque d'amour. Très triste, très mélancolique et qui aussi fait partie des nombreuses palettes émotionnelles du personnage. Il n'est pas que fou, il n'est pas que double, il n'est pas que obsession, ça a été un homme. Enfin, il y a tout ça dedans. Et puis le Gollum Song, c'est ce qui nous amène à la fin quand Sam et Frodon s'en vont comme ça au-dessus. C'est comme si le murmure là de la chanson de Gollum vole avec eux et les amène dans des contrées où ils sont inquiets parce qu'ils savent les épreuves qui les attendent, les péripéties sont marquées par de lourdes épreuves. Et donc on a tout ça, on a dans cette et là où je trouve il fait partie des compositeurs très intéressants, c'est que harmoniquement il a une palette qui est bien à lui, des couleurs qui sont à lui, et c'est cette manière, comme je le dis là, de mélanger ce mineur, ce majeur, d'un enchaînement d'accords qu'on pourrait ne pas s'attendre à entendre à côté, ces faux chromatismes, tout en restant dans du consonant, dans quelque chose de beau. C'est beau et à la fois c'est instable. C'est beau et c'est instable. Et c'est ça qui, pour moi, définit à la fois Gollum, évidemment, la chanson de Gollum, qui définit cet univers de Tolkien qui a été adapté au cinéma et qu'il a réadapté dans sa musique, et qui définit aussi cette couleur qui fait sa couleur à lui.
Ashore. Donc, si je peux prendre je sais pas, tu me dis, tu m'arrêtes. Hein, je prendrais bien le début de la Gollum. Enfin, redire un petit peu, rejouer 2-3 notes de la chanson de Gollum. Et puis juste énoncer les premières notes dès le logo du premier épisode, du premier opus du Hobbit, qui commence par un thème qui me fait penser à Gollum Song. C'est pas tant qu'il saute au site, hein, c'est pas du tout les mêmes mélodies, c'est pas la même chose, mais c'est le même principe où il va jouer entre le majeur, le mineur, cette beauté instable comme ça, qui fait qu'on est tout de suite, hein, hop, non seulement on est dans cet univers, mais en plus ça fait raccord, si je puis dire, entre les deux trilogies, les deux sagas. Donc voilà, donc je reviens à mon petit piano. Donc Gollum Song, donc c'est donc là déjà on a une première phrase. Sol mineur, sol dièse mineur avec si mineur, puis do mineur, qui nous emporte vers un ré majeur éclairant, hop, et après sol mineur. Et là, de nouveau majeur. Et on retombe dans le mineur. Donc, on a vraiment, c'est déjà pour le début de la chanson de Gollum, on a déjà vraiment cette caractéristique, ces enchaînements d'accords un peu comme ça, inattendus comme ça. Et de sol dièse, on passe à. C'est très chromatique. Hein. La, 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 et on retombe sur un appui qu'on avait déjà dans la phrase A. Enfin, il tourne comme ça autour de plusieurs. Ça fait un peu des constellations d'accords et moi j'aime beaucoup cette idée. Et dans le début du Hobbit, on a un petit peu le même parfum. Donc voilà, on commence par du majeur. Là, on est content, on a un si bémol majeur. Dans la couleur bémol. Et puis de suite, au demi-temps. Sol majeur. Ré majeur. Là, on est vraiment dans le mélange des modes de nouveau. Puis... On retrouve de suite, on retrouve de nouveau ces couleurs, je dirais ces couleurs un petit peu, comment dire, ces couleurs, oui, tumultueuses, on ne sait pas trop où on va, on est sur un parfum à la fois instable et beau, et ça c'est vraiment très Howard Shore. Il travaille vraiment cette ambiguïté au demi-ton. Alors c'est pas qu'il invente, il fait pas des inventions harmoniques, mais c'est vraiment une couleur, c'est une couleur qu'il aime utiliser et qu'il aime utiliser pour l'univers de Tolkien. Enfin, moi je trouve. Alors, merci Cécile, c'est super. Donc, ça me donne l'occasion de citer plusieurs personnes. Donc, d'abord Emiliana Torreni, qui est la chanteuse de Gollum Song. Et ça permet aussi de citer Enya, qui était la première chanteuse, mais chanteuse-compositrice sur La Communauté de l'Anneau avec May It Be, où là, Howard Shore n'avait pas composé la mélodie de May It Be, alors que là, sur Gollum Song, c'est vraiment lui qui s'approprie enfin, quelque part, les génériques de fin de l'univers de Tolkien. Donc, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, même si la collaboration avec Enya s'était parfaitement déroulée, quoi. D'ailleurs, au départ, l'intention de Jackson était d'employer Enya sur la première trilogie complètement, qu'elle soit quelque part la voix elfique de tout l'univers tout au long des 3 films. Elle a préféré refuser parce qu'elle avait peur de s'enraciner dans quelque chose qui ne serait
pas, voilà, il fallait que ça reste son univers à elle, hein. Elle a un univers très marqué, donc elle a bien voulu faire. Elle a fait 2 chansons en fait pour le premier film, et ça s'est arrêté là, mais pour le mieux, voilà, puisqu'après on a eu Emiliana Torrini et Howard Shore qui a repris la main. La chanson Misty Mountain a dû être enregistrée avant que la musique du Hobbit se mette en place. Et donc, Peter Jackson a fait appel à un groupe néo-zélandais qui s'appelle Plan 9, Plan 9, et notamment à Janek Roddig et David Lang. Et c'est eux qui ont écrit en fait la chanson Misty Mountain pour la scène où voilà, Thorin et les nains la chantent. Donc merci pour ces démonstrations-là. Et je pense que du coup, c'est le bon moment pour que je place un petit peu de making-of musical. Howard Shore, sur la première trilogie, a été investi à 300%. Hein, clairement, il était en Nouvelle-Zélande. Après, tout s'est fait à distance parce qu'il avait des réunions un peu comme on le fait maintenant en visio avec Jackson, etc. Donc, il a orchestré lui-même. C'est ça qui est super important. L'intégralité de la première trilogie du Seigneur des Anneaux, dont la première partie musicale jamais enregistrée, enfin qui a été enregistrée pour la première fois, c'était la scène de la Moria, hein, la scène des nains, qui a été faite en Nouvelle-Zélande, un peu dans l'urgence, pour une présentation au Festival de Cannes, avant même que le film soit fini, monté, finalisé, etc. Voilà. Donc ça, il avait enregistré ça directement en Nouvelle-Zélande, avec l'orchestre de Wellington. Voilà. Et et après, tout le reste avait été fait à Londres. Donc, ça s'est réparti entre les studios Abbey Road et puis les studios Air, qui sont les 2 plus gros studios, hein, de Londres. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'assister aux enregistrements et de rencontrer Howard Shore plusieurs fois, etc., sur la première trilogie. Voilà. Mais la grande différence d'entre la première trilogie et la seconde, c'est qu'entre les deux, il y a eu un film qui s'appelle King Kong, où Howard Shore était embauché à l'origine pour faire la musique de King Kong. Quelque chose s'est passé. On ne sait pas quoi. On ne sait toujours pas quoi. Entre les 2 hommes, alors est-ce que c'était purement artistique ou est-ce que c'était autre chose? Toujours est-il qu'en milieu de parcours, Howard Shore se voit remercié de la production de King Kong et ne finalise pas du tout la partition, qui sera donc attribuée à James Newton Howard et qui signe la musique telle que vous pouvez l'entendre dans le film de Jackson après. Shore avait déjà enregistré quelques morceaux, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est Howard Shore qu'on voit dans le film, sur la séquence à New York au théâtre, où où Kong est présenté au public new-yorkais, et on reprend la musique emblématique du film de 1933, composée par Max Steiner. Et donc, on voit Howard Shore diriger l'orchestre dans le film, sur une musique de Steiner, et en plus refaite après par James Newton Howard. Donc tout ça fait qu'il se passe un truc. Moi, j'ai interviewé Shore plusieurs fois, je me permets de le glisser, post-King Kong, et à chaque fois, j'avais la convention stricte de ne même pas évoquer le film. On ne parle pas de King Kong. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. N'empêche que quand le Hobbit arrive 10 ans après la première trilogie, inconcevable pour tout le monde, et avant tout pour les fans, que cette seconde trilogie, puisque finalement réalisée par Jackson et non pas par Guillermo del Toro, comme ça avait été un temps plus que pressenti, mais officialisé, là, le fait de retrouver la même prod, impossible de ne pas trouver Howard Shore à la musique. Or, Howard Shore, il veut plus consacrer autant de temps personnel, autant de sa vie à une seule œuvre. Voilà. Donc, il faut que tout se fasse à distance. Donc, déjà, il va rester chez lui. Hein. Il ne va pas vraiment aller. Alors, sur le premier film, il y a quelques va-et-vient, il y a quelques enregistrements à Londres, voilà. Mais sur La Désolation de Smaug et La Bataille de Saint-Carmé, là, c'est terminé. Shore est complètement de l'autre côté de l'océan. Donc, il y a 2 personnes qu'il faut que je cite absolument. C'est l'orchestrateur James Sizemore et surtout Conrad Pope, qui a également officié en tant qu'orchestrateur, mais aussi en tant que chef d'orchestre. Parce que, et c'est là la grande différence, Howard Shore n'a pas dirigé l'orchestre sur le Hobbit. Alors qu'encore une fois, c'est lui qui faisait tout sur le Seigneur des Anneaux. Il n'était même pas présent à l'enregistrement de la musique du Hobbit à Wellington. Donc, à la fois, ce qui est cool, c'est que c'est les tout premiers musiciens qui avaient joué 10 ans avant sur la fameuse séquence de la Moria qui se réapproprient l'univers et qui sont appelés à interpréter l'intégralité de la partition du Hobbit. Donc ça, c'est très cool. Ils font ça dans un super endroit en plus, au Wellington Hall. Enfin, c'est pas un vrai studio qu'ils ont réaménagé. Ça donne une acoustique extraordinaire, c'est très bien. Mais Peter Jackson est quelqu'un d'exigeant. Donc, il n'est pas musicien, mais il est exigeant. Donc, quand il a des idées
sur ce qu'il entend, parce que Jackson, lui, est présent au moment de l'enregistrement de la musique. Et par exemple, sur le thème de Smaug, je ne sais pas si tu pourras nous en dire, voire nous en jouer quelque chose après, ça tu me diras, au moment où les musiciens interprètent tel que la partition de Howard Shore leur arrive, ça ne plaît pas du tout à Jackson, il trouve ça beaucoup trop beau, notamment. Il dit juste c'est trop beau. Voilà. Donc on a un réalisateur qui dit c'est trop beau, on a un compositeur qui n'est pas joignable, qui n'est pas là, qui n'est pas présent, et on a un orchestrateur, chef d'orchestre, qui doit se bidouiller avec ça, quoi. Donc, et du coup, il y avait un autre orchestrateur, il y avait des copistes présents perpétuellement pendant toute la durée de l'enregistrement, et il fallait que Conrad Pope improvise en réaction à ce que Jackson lui disait, en disant bon ben là. Vous allez jouer plutôt comme ci, un ton comme ci, un ton comme ça, on va faire autrement, quoi. Donc, la question que je m'apprête à te poser, c'est à quel niveau peut-on considérer que la musique est encore 100% de Howard Shore, parce qu'il est crédité comme compositeur, mais à quel moment la notion même d'orchestration, qui vient dénaturer, par exemple, ou transformer le morceau tel que composé au départ, mais finalement, c'est ça qu'on entend en finalité dans le film, c'est cette version altérée, finalement, des propositions de Shore. À quel niveau on est dans l'hybride, ou est-ce que ça reste un travail très commun finalement, que ce travail d'orchestrateur, soit sans l'accord, sans l'aval, sans l'avis définitif du compositeur se fasse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement ou pas dans l'industrie? Ça dépend. Voilà, c'est mon mot, ça sera mon mot, ça dépend qui. Ouais, mais ça dépasse. Ça ne tient pas, c'est vrai. Mais non, je vais être un peu plus loquace, mais je veux dire, c'est vraiment, ça dépend. Moi, je sais que, alors pour ceux dont je suis spécialiste, parce que je m'aventurerai pas pour les compositeurs dont je n'ai pas accès, parce que c'est toujours un truc, hein, la musique de film, recherche en musique de film, c'est tabou d'avoir accès aux partitions, c'est absolument, les musiques de film ne sont pas éditées, ne sont pas, alors quand elles sont jouées, on peut avoir des versions, mais elles sont souvent anonymes. Faut pas dire le nom de qui nous le donne. Enfin, c'est tout un casse-tête. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans la pratique, hein, ça dépend vraiment du compositeur. Alors là, de ce que tu me décris d'Howard Shore, c'est pas un manque, évidemment, on le redit, ça enfonce une porte ouverte, mais on le redit. C'est pas un manque de savoir-faire, c'est un manque de communication qu'il y avait à ce moment-là entre le réalisateur, le compositeur, suite aux petites, en non-événement, on va dire, autour de King Kong. Et donc, ce qui fait que certainement, tu en sais plus que moi là-dessus, Conrad Pope a pris sur lui, en plus, vu l'expérience qu'il a avec John Williams, je veux dire, d'orchestrateur, c'est un orchestrateur quand même très reconnu dans le milieu hollywoodien, c'est un des plus demandés, hein, et un des plus reconnus. Donc, qu'il ait eu à prendre quelques initiatives, ça ne me paraît pas... Ça me paraît très bien. Après, la plupart des compositeurs, ce qu'ils disent, de ce que j'en sais, contrairement aux idées reçues, justement, la dimension arrangement, il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire que les orchestrateurs que j'interviewe régulièrement me disent, nous, notre job, c'est vraiment mettre les divisions. Si le compositeur dit cordes divisées, ben, nous, on va les diviser vraiment. Mais en plus, il y a les maquettes de plus en plus précises à l'informatique, ce qui fait que la plupart des détails sont déjà vus par le compositeur, parce qu'ils vont vite à répartir des choses. Avant le métier d'orchestrateur, quand il n'y avait pas l'ordinateur, etc., oui, mais là, de moins en moins, c'est de moins en moins vrai. Alors, je dirais que la plupart du temps, ils sont très précis et ils livrent des maquettes hyper précises, y compris dans les modes de jeu. Moi, je sais, pour avoir interviewé Desplat il n'y a pas longtemps, parce que je m'en réfère à ce qu'il m'a dit, il donne des précisions hyper précises sur la manière de jouer la flûte, la manière de poser les violons, parce qu'il est connu comme quelqu'un qui a une couleur particulière, non vibrée, etc., très précise des violons, et ben c'est écrit déjà sur la maquette. Donc, l'orchestrateur, il ne fait qu'appliquer les desiderata qui sont ensuite recontrôlés par le compositeur derrière. Parce que par contre, ça fait des navettes tout le temps. Là, ce qui s'est passé sur le Hobbit, à mon avis, c'est quand même assez c'est à la marge. Et en même temps, ça dépend dans quelle école. Parce que l'école Remote Control ou les Marvel, hein, pour faire un... Là, c'est au contraire, ça émane d'une volonté participative de la composition. C'est-à-dire qu'on confie
une partie des arrangements, voire, enfin, ça dépend, hein, ça dépend. Mais la composition à plusieurs mains, à plusieurs têtes aussi, c'est très connu de Remote Control. Donc, ça va dépendre un petit peu de comment se passe la collaboration et puis de qui fait quoi et où. Voilà. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui sont un peu moins experts, Remote Control, c'est la société d'Hans Zimmer, hein, pour faire simple. Oui, qui est à Santa Voilà. Monica, Los Angeles. Voilà, qui donc, on le sait, Hans Zimmer a pour habitude, et depuis longtemps, d'avoir toute une batterie, sans mauvais jeu de mots, de compositeurs à ses côtés, et chacun compose des petits morceaux, des bouts. C'est vraiment du travail très collégial, on va dire, une approche très collégiale de la musique de film, finalement. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah écoute, c'est un bon moment pour que je me permette de m'auto-citer à présent. Voilà, parce que Parfait. il faut que moi aussi, j'ai un livre qui sort finalement. Hein. Oui. Aller et retour du Hobbit, des mots aux images. Et là, j'ai envie de dire des mots au son. Et je vais te lire un extrait. Je préfère le lire pour éviter de m'embrumer un peu trop. Et je te laisse réagir après. Et c'est un autre aspect de la production musicale. Voilà, donc on vient d'évoquer les orchestrateurs qui se substituent quelque part aux compositeurs par nécessité et par urgence, influencés par le réalisateur. Donc là, voilà. Donc je posais la question dans le livre, sur le chapitre sur la musique. J'écris ceci. De fait, à qui attribuer le véritable génie du morceau? Au compositeur qui en a imaginé la ligne mélodique, ou bien à l'orchestrateur qui a su y insuffler la si singulière tonalité et donc personnalité qui lui manquait? La réponse est loin d'être évidente, hein, en gros c'est ce que tu viens de nous dire, d'autant qu'encore une fois, Howard Shore n'est pas là. Certes, les réunions à distance sont régulières, mais par son absence, le compositeur n'est en mesure de prendre aucune décision sur l'instant. Un état de fait qui, néanmoins, n'exclut pas toute spontanéité de sa part, loin de là, et c'est là où ça devient intéressant. Pour preuve, l'enregistrement de la séquence où Bilbon et les nains sont sous l'emprise du pouvoir hallucinogène de la forêt noire est un modèle d'imprévisibilité organisée. Au début, la ligne mélodique reste simple et directe, mais elle doit toutefois se perdre elle aussi dès lors que les personnages quittent le sentier qu'ils étaient censés suivre. Pour que le spectateur auditeur ressente lui aussi ce malaise, il faut que le thème perde de sa clarté, qu'il devienne chaotique. Mais comment écrire méthodiquement le chaos? Eh bien, la géniale solution d'Howard Shore est justement de ne pas le faire. En lieu et place, il se tourne vers la notion de musique aléatoire. Cette dernière consiste à sciemment intégrer des éléments d'improvisation au sein d'un morceau pourtant méticuleusement écrit et pensé. Sur leur partition, les musiciens sont invités à découvrir une ligne mélodique encadrée, comme une boîte avec des notes à l'intérieur. Cette nomenclature les invite alors à jouer n'importe laquelle de ces notes, voire une ou quelques-unes seulement, dans l'ordre ou selon le rythme de leur choix. À l'écoute, c'est le malaise et l'étourdissement assuré de l'arbitraire orchestré. Comment ça, c'est possible? Je trouve ça génial. Moi, quand j'ai découvert cet aspect-là de la production de la musique, c'est on a un compositeur qui sait qu'il ne va pas être là, qui sait qu'il va devoir beaucoup déléguer. Donc ça répond aussi à la question d'avant, à savoir que Howard Shore, finalement, il était OK avec tout ce qu'on a évoqué précédemment, mais qu'au-delà de ça, il voulait rester maître. Il arrive à trouver cette solution qui lui permet de rester maître du morceau tout en laissant à chacun, puisque là, c'est vraiment à chaque musicien concerné, la possibilité de s'exprimer de manière un peu fofolle et comme ils le sentent. Est-ce que c'est quelque chose entre guillemets de courant, je ne suis pas sûr, mais ça tu vas nous le dire. Est-ce que c'est un procédé que tu connaissais? J'imagine que oui, mais voilà, je te laisse nous parler de ce chaos organisé. Oui, non, mais c'est une idée brillante, et il en a eu d'autres, on verra, mais oui, c'est une idée brillante qui fonctionne, bien sûr, qui fonctionne de manière, qui fonctionne avec comme tu le disais, avec le moment narratif où les personnages sont perdus, voilà, et c'est quelque chose qui s'est vu dans la musique contemporaine notamment, chez les minimalistes et aussi chez Boukrechtchev par exemple, la musique aléatoire, hein, ça s'appelle comme ça, et c'est avec Archipel par exemple, où on avait des archipels c'est vraiment ce nom-là, de partitions, des bouts de partitions, et puis après vont être joués. Même les minimalistes font ça. Ils ont une cellule, une deuxième, et puis chacun les répète au nombre, enfin
le nombre de fois qu'ils veulent, etc. Et ça construit comme ça une musique superposée, hyper longue et jamais la même 2 fois de suite. Donc, sauf celle qui va être enregistrée, évidemment, puisque celle-là, elle va être immortalisée. Mais donc, ça, c'est déjà fait. Après, en musique de film, le seul exemple qui me vient, mais spontanément, donc c'est pas qu'il y en a pas énormément finalement de ce genre de. On s'approche, alors d'aucuns diront, on s'approche aussi de ce que on fait de plus en plus avec l'intelligence artificielle, mais c'est un autre débat dans lequel je n'ai pas envie de rentrer, parce que je crois vraiment à la composition et aux compositeurs, et je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, l'autre exemple qui me vient, là, c'est un film franco-français et d'auteur, donc on est totalement à l'opposé du blockbuster hollywoodien. C'est le film de Claire Denis, High Life. Et pour High Life, qui se passe aux abords, pas autour, mais aux abords d'un trou noir. Et le compositeur, Stuart Staple, qui vient de la pop à la base, qui avait déjà collaboré avec Claire Denis, là, il a fait enregistrer le morceau dans le noir par tous les musiciens. Ils ont joué dans le noir. Alors, c'était aléatoire, en plus dans le noir. Et donc, ça a donné pour donner l'idée du trou noir. Voilà. Donc, c'est vraiment la même idée. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des choses presque au sens littéral, premier degré, à faire aux musiciens ce qu'on doit ressentir à l'image ou voilà. Donc, c'est très intéressant de toute façon. Je trouve ça assez génial. Je ne connais pas du tout. Il faudra que j'écoute cette musique et que je vois ce film-là que tu viens de citer. Je ne le connais absolument pas. Tu connais je suis un peu inculte en franco-français. Donc, oui, bon, après, c'est de m'en excuser. Particulier, mais c'est comme ça. C'est vrai que ça me fait penser à la même démarche, en tout cas. Il y a quelque chose dans la démarche qui émane de la même chose, je dirais. Mais voilà. Donc, est-ce que tu veux qu'on en revienne au Hobbit ? Alors, je vais finir sur le Seigneur des Anneaux d'abord. J'allais le faire. Juste préciser tout simplement que le tout premier thème jamais écrit pour la première trilogie, c'est celui de la comté. C'est vraiment le premier que Howard Shore a en tête. Je ne sais pas si je l'ai précisé, donc je vais le redire maintenant. Howard Shore a beaucoup écrit d'après le livre de Tolkien lui-même. Il lit et il compose des thèmes des motifs plutôt. Mais ça, on en a parlé pas mal hier avec l'ami Romain Dasnois, donc je ne vais pas tout vous refaire sur ce qu'est un motif, un thème, comment on le construit, etc. Donc voilà, il a écrit tout ça, des petites phrases musicales par personnage, par situation, par décor parfois, par lieu, par événement, par plein de choses, etc. Toi, tout simplement, avant d'en arriver au Hobbit, qu'est-ce que tu retiens de la trilogie du Seigneur des Anneaux, musicalement parlant, toi, en tant que simple admiratrice de l'œuvre, ou pas? En simple admiratrice, alors je vais être tout à fait décevante. Il y a les 3 thèmes que je t'ai cités, c'est-à-dire le ta da 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 da, voilà, avec le Rohan, etc. Le Rohan, moi j'adore le Rohan. Tout ce qui fait celte, etc. Moi je trouve que il arrive à faire, comment dire, associer les intervalles creux, ce que j'appelle creux, c'est des intervalles un peu archaïsants, les quintes, les quartes, etc., avec quelque chose de très ample. Il élargit le cadre, il nous emmène au-dessus des montagnes, au-dessus des forêts. Enfin, c'est vraiment réussi sur le plan harmonico-orchestral, enfin tout. Et après, le thème de l'anneau, moi je l'adore, je te l'ai dit, c'est ce qui m'a inspiré ce côté, et la chanson de Gollum. Voilà, en gros, c'est les 3 gros thèmes qui vont me rester, c'est sûr, ça c'est évident, parce qu'on peut les chanter, parce que ils ont une vie intéressante en tant que leitmotiv, surtout le thème de l'anneau, bien sûr, et en plus dans le Hobbit, mais ça on va y revenir. Donc voilà. Pour moi, c'est ça, de manière tout à fait, j'allais dire, là, je suis vraiment pas originale. C'est vraiment les thèmes qui m'ont le plus touchée. Très bien. Eh bien, donc, on en arrive purement et simplement au Hobbit. Alors là, ça va être la partie la plus confortable pour moi, les gens. Je vous explique pourquoi. Parce que je sais que Cécile a un petit peu bossé. Voilà, elle a revu des choses, elle a réécouté des choses. Donc, il y a des passages, des morceaux, des extraits dont elle a envie de parler. Donc là, dans ma carte blanche, ça devient sa carte blanche. Cécile, le Hobbit. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Et avant tout, est-ce que c'est, parce que ça, je l'ai posé à tous mes invités, oublie la musique une seconde. Est-ce que c'est une trilogie cinématographique que tu apprécies? Oui, non, pourquoi? Alors, moi, oui, sincèrement, oui, je l'apprécie. C'est vraiment une trilogie qui est dans le genre très, très, très belle. Après, moi, je t'avoue que j'adore l'acteur, Martin Freeman. Ah oui. Donc, déjà, voilà. C'est un weak spot.
T'as un Ouais, weak spot. et voilà, ouais, donc déjà, tu vois, je pars voilà, j'ai un petit, comme ça, un petit point d'affect par rapport à au fait que c'est lui qui joue le Hobbit, enfin le oncle quand il était jeune. Et après, je trouve qu'il y a des images assez belles. Et en fait, c'est assez irrégulier, c'est assez inégal, mais bon, dans ces genres de fresques où c'est très très long, moi, c'est vrai que j'ai du mal avec le très très long, hein, je l'avoue, je l'admets. Je préfère les formats plus courts. Dans le cinéma, en général, j'aime les films d'1h40. Au-delà, je trouve que c'est long. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi, hein, en tant que cinéphile, hein, je te le livre. Donc évidemment, 3 films de 2 heures et quelques, 2h30, 2h50, voilà, on repart dans du long, long, long. Après, il n'y a pas que Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, hein, on a aussi Terrence Malick qui fait du long quand il fait un film, et ça n'empêche pas d'adorer ça, parce que j'adore le contemplatif, ça laisse la place au contemplatif, et justement dans Le Hobbit, les scènes qui m'ont plu, c'est justement celles qui prennent le temps d'exister, d'installer quelque chose. On n'est pas dans le zap, on zappe pas sans arrêt d'un truc à l'autre. On n'est pas dans de l'action pour de l'action. C'est un voyage inattendu. C'est un voyage inattendu avec le côté improvisé puis le côté émerveillement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me souviens plus dans lequel c'est. Je sais pas si c'est pas le second, le premier. Je me rappelle plus. Là, tu vois, j'ai un trou de mémoire. Quand il arrive au-dessus, sur la cime d'arbres, au-dessus d'une pluie de nuages, d'une mer de nuages, et que on a tous les arbres colorés, et que juste après, il se trouve nez à nez avec des araignées méchantes qui vont C'est dans le second. C'est dans le second quand il traverse la forêt noire avant de rencontrer Thranduil, Legolas, etc. Exactement. Et donc cette scène, moi je la trouve, elle fait partie des scènes que je trouve belles, ou même quand ils s'en vont dans le premier à cheval et qu'on voit les top shots, qu'on les voit de haut comme ça. Moi, c'est des passages que j'aime énormément. Après, je suis girly. Le côté combat me plaît un petit peu moins. Bon, mais j'admets qu'une des scènes qui m'a le plus plu, malgré tout, c'est là. Alors, là, je vais revenir en musique, hein, bien sûr, mais une des scènes que je trouve réussie au niveau musique et image, vraiment réussie, c'est la première scène, le prologue, en fait, du 3. Ah oui. Voilà, moi j'adore ce passage. Je trouve merveilleux. Alors après, il y a tous les codes visuels. On retrouve le code un peu grisonnant de la fantaisie qui vire au gothique parce que c'est très noir. Il y a une noirceur qui s'installe, etc. Mais il y a le dragon qui s'en prend à Smaug, qui s'en prend au peuple, au village, etc. Mais pour moi, c'est un des plus beaux passages. Très bien. C'est d'autant plus intéressant que c'est la seule introduction des 6 films qui ne soit pas un flashback ou un retour en arrière quelconque. Alors, à part la Communauté de l'Anneau qui devait bien démarrer. D'ailleurs, même la Communauté de l'Anneau démarrait par un grand résumé des combats passés, etc., par un grand prologue. Donc, c'est la première fois où, sur les 6 films, on a une continuité d'action entre la fin du 2 et le début du 3. C'est vraiment la suite directe. Et c'est vrai que cette séquence, elle est complètement folle. Elle est complètement folle. Alors, pour beaucoup, et on en a parlé d'ailleurs dans notre première émission, je crois, de lundi, beaucoup étaient frustrés parce que après la montée, la progression de la présentation de Smaug, en fait, le voir disparaître en 10 minutes en ouverture de dernier film, ça pouvait paraître un petit peu expéditif. Mais à la revoyure, une fois que la trilogie est bouclée, qu'on les voit dans la continuité, ça passe beaucoup mieux, je trouve, qu'effectivement quand on a dû attendre un an, voilà, avant d'avoir ces 12 petites minutes, enfin ces 12 grandes minutes, mais petites malgré tout. Donc voilà, c'est un passage très intéressant. On a un long moment, là aussi je vais en parler, décidément tu vas penser, mais ça me rappelle nos années Smallville où j'aimais beaucoup le méchant, Lex Luthor. Ben là, pareil, il y a une autre scène dont je vais parler musicalement, c'est celle où la rencontre entre, bien sûr, Bilbon et Smaug, dans le 2. Et donc, il y a ça aussi qui est intéressant pour moi. Ce sont 2 scènes intéressantes musicalement, notamment. Donc, je vais en reparler un petit peu, si tu veux bien. Eh bien, écoute, ça va être le moment, ça va être l'instant. Je précise juste aux gens, les années Smallville, c'est quoi? C'est bien, on était tous les deux très fans de la série Smallville et chaque semaine, eh bien, on se faisait notre épisode de Smallville avec un petit thé quand j'habitais encore Paris, qu'on travaillait pour le magazine, etc. C'est un super souvenir. Voilà. Allez, c'est ta carte blanche. J'ai un super autographe de mon Lex Luthor que j'aimais. Je t'avais eu ça, c'est vrai. Michael Rosenbaum en personne. Voilà. Merci pour ça. Donc, alors,
Tout simplement, moi, ce qui m'a plu, puisque tu m'avais dit, il faut, voilà, le savoir-faire, évidemment, Howard Shore, son implication, même si elle a été de loin, etc., elle y est quand même. Oui. Et il a construit, évidemment, ce qui, alors, je ne peux pas parler de tout, parce que sinon, voilà, mais il a laissé, là, dès le début du premier opus jusqu'au troisième opus inclus, on a des traces du thème de l'anneau. Donc, il y a ça. Et il y a une fois, je trouve, où il y a vraiment un phénomène qui se passe. C'est-à-dire que, pour moi, le thème de l'anneau, bizarrement, qui revient, hein, puisque, évidemment, notre hobbit préféré... Mets le doigt dessus. Le doigt là, dedans même. Voilà, pour se rendre invisible, etc. Donc, on a sans arrêt ce rappel. Voilà, on a ça, au moins le début, l'amorce. Et en fait, si on prend le thème, l'opus 2, puisque c'est l'opus 2, alors je revois mon truc. La scène, elle arrive à peu près à 2 heures du film, je crois. C'est le deuxième opus donc, de notre trilogie Hobbit, là. Et on a Bilbon donc, qui doit aller chercher l'Arkenstone, la pierre blanche, dans l'antre de Smaug, qui est littéralement enseveli, qui dort recouvert de tout l'or. Il y a de l'or partout, etc. Et évidemment, Howard Shore, il s'amuse à faire son thème, qui est le thème de, si je ne m'abuse, ça fait ça, c'est 4 notes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont, les compositeurs, les 4 notes. Dès que c'est les méchants, alors surtout les thrillers psychologiques. Alors, c'est vrai qu'il a une appétence avec le thriller psychologique, Howard Shore, hein. Mais souvent, on a 4 notes. Voilà, on a souvent, pas toujours, dans les thrillers psy, 4 fers d'Hermann, non. On a 4 notes. Voilà, c'est le mal, c'est l'obsession, et là, on a ça. Pardon. Avec cette seconde augmentée au milieu. Pour le côté, alors je sais pas, pourtant c'est pas un serpent, c'est pas... mais ça, voilà. Ça, c'est le thème c'est l'amorce en tout cas de Smaug. Et... Alors, c'est pas un serpent, si en fait, enfin c'est pas un serpent, c'est un dragon, mais dans l'esprit de Jackson et le mouvement qu'il lui fait faire, qui est très sinueux comme ça, c'est une figure du serpent. Donc tu vois, ça s'exprime l'idée s'exprime par la musique. Howard Shore, voilà, il va pas, c'est simple comme idée, mais ça marche. Hein. Elle est vraiment, il décline ce thème, et surtout la première, voilà. Ça, c'est vraiment sur cette tonalité qu'on l'a dans l'opus 2, dans la scène dont je parle. On l'a sur la sagesse famille, à un moment donné. Et à un moment donné, ça devient cette amorce du thème. Elle s'amorce sur une seconde mineure descendante. Or, le thème des anneaux, c'est... D'accord ? On a une seconde mineure ascendante. Et là, c'est le contraire. Seconde mineure descendante. Et ça fait le thème de Smaug. Et donc, évidemment, sur ce deuxième opus, il va s'amuser à insister, ça va devenir un ostinato, c'est-à-dire une mélodie qui va comme ça s'installer, qui va revenir, au fur et à mesure que Smaug va se réveiller, va sentir l'intrus, c'est-à-dire Bilbon, qui vient le déranger, vient le voler. Et donc, on a ces 2 notes qui... Et puis, petit à petit, il va bouger, etc. Et à un moment donné, il y a évidemment Bilbon qui, lui, va se munir de l'anneau, il va se le mettre pour être invisible et pour ne pas se faire repérer. Et à ce moment-là, Howard Shore, il a pris dans la même tonalité, évidemment, hein, c'est ce que ferait tout compositeur, évidemment, qui a du savoir-faire, et il en a. Donc, il va jouer le début, l'amorce du thème de l'anneau. Voilà, donc on vient de ça, de cet ostinato. Alors avec tout un tas de cuivres, de dissonances, une orchestration, voilà, on a ça qui revient. Et puis tout d'un coup, on a un moment suspendu comme ça, au moment où il met l'anneau, c'est du synchronisme. Hop. Et on a vraiment l'oreille qui est accrochée, parce qu'on se dit, ah oui, c'est le thème de l'anneau. Et puis après, il repart plus haut, l'ostinato, et cette fois-ci, il repart dans le même, il reprend exactement la même amorce, la même seconde mineure ascendante, mais sur une autre hauteur que le début du thème de l'anneau. Et on a vraiment tout ça qui vient fusionner,
viennent. Mais avant même d'entendre le thème de l'anneau, au moment, moi je ne le savais pas quand je regardais la scène, dès le début de la scène, je me suis dit, tiens, le motif de Smaug, c'est vraiment le thème de l'anneau à l'envers. En tout cas, c'est la même amorce inversée. Et je trouve ça une idée, un peu comme tout à l'heure, ce que tu nous as dit avec l'idée d'enregistrer de manière aléatoire, c'est une idée qui fonctionne. Un antagoniste, on prend et en même temps, il a un lien avec l'anneau. Enfin, forcément, de par l'histoire de Sauron derrière, etc. Donc, on a ce lien et ce lien du mal. Donc, on a cette inversion que je trouvais à ce moment-là intéressant parce que tout est construit musicalement. Alors, c'est bien plus complexe que j'ai joué, hein, c'est pas que 2 notes, mais tout est construit pour nous amener, pour enchevêtrer les deux. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était la première scène qui, musicalement, j'ai trouvé vraiment forte. Alors, avant que tu nous présentes ta deuxième séquence, moi, je tiens à te remercier parce que là, il se passe quelque chose dans cette émission que j'avais envie de faire depuis très longtemps, ici ou ailleurs. Donc, je remercie Samir, c'est ici, c'est formidable. De parler de musique de film autrement, c'est-à-dire dans le concret. Et ça, je pouvais le faire qu'avec quelqu'un comme toi. Moi, je m'y connais, mais je ne suis pas musicien. Voilà, on en parle souvent avec d'autres collègues, journalistes, podcasteurs, youtubeurs, etc. On reste beaucoup en surface des choses. Grâce à une émission comme celle-là, on plonge dans le vif du sujet, on se rend compte de la difficulté, de la rigueur, de ce que c'est que l'art de la composition, de l'art de l'intention de la composition. Et je trouve que c'est grâce à la démonstration que tu es en train de nous en faire, eh ben, ça prend une autre dimension et je t'en remercie du fond du cœur. Voilà. Et juste, je ne sais pas si tu vas en parler ou pas, mais donc le thème préféré de la trilogie du Hobbit de Philippa Boyens qui est la co-scénariste de Peter Jackson, c'est celui qui lit et Toriel. C'est le thème d'amour. Voilà, je ne sais pas si tu l'as en tête ou pas, s'il te parle ou pas, si c'est quelque chose à laquelle tu as été sensible ou pas sensible, mais son thème préféré à elle, c'est ça. Ouais, le thème d'amour entre Toriel et Kili. Alors, il faudra que je le réécoute. J'avoue que c'est pas ce qui m'a le plus accroché, moi, à l'oreille quand j'ai regardé le film, mais je le réécouterai après. J'ai choisi certains passages. Évidemment, j'aurais aimé avoir le temps, parler aussi des énormes, virtuosités quand il écrit pour les chœurs, pour les voix. Que ce soit, voilà, notamment, bon, il n'y a pas que, mais Larkenstone, il utilise la voix par rapport au monde des elfes, souvent, et leur pouvoir, et leur... Il utilise la langue, le langage nain, il utilise les langues des elfes, tout ça c'est d'abord écrit en anglais, ça part chez un traducteur, elfique ou autre, etc., et ça revient ensuite, c'est retravaillé, c'est un travail incroyable. Et là aussi, Bir McCreary est en train de le reproduire sur les Anneaux de pouvoir, ce même schéma de langue, etc., avec une dimension pop en plus. Je me permets de le glisser parce que là, on enregistre aujourd'hui, c'est le jour de la diffusion des 3 premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de pouvoir. J'ai écouté un petit peu les musiques avant, et donc il a travaillé avec quelqu'un comme Rufus Wainwright. J'aurais jamais cru voir du Rufus Wainwright sur Le Seigneur des Anneaux. Et ben si, et son morceau Old Tom Bombadil est juste à tomber par terre, et là encore avec des consonances irlandaises dont tu nous parlais tout à l'heure. Fin de la parenthèse, mais voilà, je me permets de glisser des petites parenthèses comme ça entre les deux. C'est très important. Et donc voilà, moi c'est les chœurs. Alors c'est pas sur ça que j'ai décidé d'insister là, mais c'est vrai parce c'est plus difficile à démontrer au piano en plus. Il y en a beaucoup, oui, voilà. Puis il y en a beaucoup, et la voix. Mais voilà, il faut écouter les partitions aussi dans son entier avec ce qu'il fait au niveau des voix et comment elles évoluent et les différents chœurs qu'il utilise. Parce que comme il le dit lui-même, Shore, alors c'est pas parce qu'il y a du chœur que je dis ça, mais c'est vrai que c'est un peu lié, ça arrive, c'est la musique vocale, mais il considère ces musiques de film, certaines musiques de film, et pas que parce que c'est une saga, parce que il y a le leitmotiv qui, comme ça, le thème de l'anneau, qui est érodé, qui revient, etc. C'est parce que il considère vraiment sa musique de film comme de l'opéra, il le dit lui-même, et il le prend vraiment comme une œuvre opératique, et donc les chœurs, ça rajoute... mais bon, Williams aussi il le fait, il le compose merveilleusement pour des chœurs. Enfin voilà, les symphonistes hollywoodiens d'aujourd'hui encore, ou en tout cas de ceux de cette école-là, post-Williams, ils sont vraiment là-dedans. Ils écrivent aussi bien pour l'orchestre que pour les chœurs, et ils savent mélanger les deux de manière assez virtuose, assez magistrale. Donc là, évidemment, dans le Hobbit, c'est ce qui ressort aussi à plusieurs moments. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas un moment particulier, c'est pour ça que je l'ai pas souligné, mais j'aurais pu. Alors, mais quelque part, tu viens de le faire, donc c'est parfait. Quelque part, je viens de le faire, en fait. Raison, quelque part. Voilà. Alors après, il y a
il y a un thème, enfin un thème, hein, c'est pas un... Si, c'est le début donc, de cet opus 3, je trouve, qui est quand même magnifique. On en parlait, c'est de l'épique obscure, et c'est la beauté et l'instable. Ce que je disais tout à l'heure au départ pour essayer de le caractériser, Shore, avec des mots et pas avec des termes techniques trop difficiles. Mais voilà, on y est, on est dans du tumultueux, mais en même temps, on a cette beauté de l'image, malgré tout, et cette beauté de la musique, et puis des effets de relais avec les sound design aussi. Soit la musique, elle lutte de manière élégante, de manière, ils savent composer pour passer sous le sound design. Les compositeurs, moi j'ai appelé ça l'under sound designing, c'est-à-dire la manière de souligner le sound design par la musique et l'orchestre. Alors là, on met des taïkos, on met des trompettes un peu, des sons directs de cuivre qui ressortent bien, qui transpercent en fait le sound design. Et puis sinon, il fait des effets de relais. Tout le début, il y a des effets de relais entre les bruitages du cracheur de feu, donc de notre Smog, et puis évidemment les reprises de la musique. Donc ça, c'est vraiment fait et pensé avec virtuosité. Le monteur aussi, mais bon, je trouve que bon là l'équipe en tout cas c'est vraiment bien. Et puis on a vraiment comme l'avait fait Williams dans le Obi-Wan vs Anakin, hein, en fait, c'est-à-dire on a vraiment une sorte de duel de thèmes. Et ça, je crois que je vois où tu vas en venir. Je trouve ça pas mal. Je te vois venir. Je me vois venir. Et donc on a ça, hein, on a toujours le fameux thème de Smog, donc toujours ça, avec son ostinato, toujours ça, etc. Et puis on a donc, il y a au moment où ou alors le bowman, hein, l'archer, le barde archer qui s'oppose à lui et qui va le tuer. On a donc on a le thème qui arrive comme ça. Non, pardon. Donc voilà. Et en même temps, il vient se fusionner ce thème-là. Il vient se fusionner avec le fameux. Donc d'un côté, au-dessus, on a le thème qui est dévorant, hein, le thème de Smog, et puis au-dessous, on a le tam pam pam pam, voilà, le thème héroïque, avec les intervalles qui vont bien. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que alors ça, c'est ce que là, je reprends le terme d'Odissino, un confrère, on va dire, qui parlerait de dévoilement graduel, c'est-à-dire que ce thème héroïque qui va accompagner le personnage du barde de l'archer, puisqu'il va être important dans cet opus, il va devenir roi, il va essayer de demander de l'aide à Thorin, à Thorin, qui va pas forcément l'écouter, etc. Et donc ce thème va l'accompagner tout le long. Et ce qui est intéressant là, c'est que d'abord on a cette tierce, donc cette carte, voilà, qui se termine comme ça à ce moment-là. Et or, sur le titre, le vrai titre du film, le thème va enfin, après, une fois seulement qu'il l'a tué, Smog, que c'est derrière les personnages, que ça y est, il est mort. On a le titre du film, du 3e opus en gros, qui arrive et de manière synchrone, ça ils savent très bien le faire. C'est déjà alors dans le Hollywood classique, on avait ce genre de synchronisme avec les titres où la musique vient souligner quelque chose de particulier. Et là, tout d'un coup, on a le thème, le vrai, qui termine. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par une tierce mineure qui est peu assurée, qui souligne souvent l'obscur, les héros obscurs, les héros pas très sûrs d'eux, puis la carte, et puis ça se termine par une quinte victorieuse, ascendante, qui est devenue la symbolique, hein, depuis Star Wars et depuis Superman, qui est devenue la quinte héroïque, la quinte de l'héroïsme. Donc on a vraiment, sur le titre, cette quinte, elle arrive que sur le titre. Avant, elle n'y est pas. J'ai bien écouté, donc avant, on a... Hop, elle fait un échappé comme ça, hop, et puis là... Voilà, là, elle est assise, on sait, la victoire a eu lieu, en tout cas par rapport à Smog, et donc on a cette quinte héroïque. Et je trouve ça intéressant à souligner, et puis à réécouter. Il a mis du clavecin, il commence
il me semble que cet opus-là, ce début, ce prologue, il commence par des timbres assez particuliers comme des bols tibétains, etc. Il nous amène dans un univers orchestral aussi très très riche. J'ai pas eu le temps d'approfondir et moi j'aime bien. On est chez les hommes. On est chez les hommes. C'est pour ça que ça peut faire penser un peu au Rohan, et cetera. Moi, je me souviens quand on arrive à Laqueville, pour la première fois dans La Désolation de Smoke, la musique est magnifique là-dessus et aussi elle nous emporte parce qu'elle a quelque chose de plus familier que le reste quelque part, parce qu'elle s'inspire vraiment, du répertoire plus classique, voire médiéval, et cetera et c'est d'autant plus intéressant et je pense que c'est cette proximité avec le monde des hommes qui fait que ça peut peut-être parler à une partie des auditeurs de manière plus frontale, plus directe que la partie purement fantasmagorique ou fantastique. Voilà, voilà, d'où la différence de traitement là, c'est parfait entre Smaug et Bard, qui n'a rien à voir. D'ailleurs, pour la petite histoire, Bard est un personnage extrêmement mineur chez Tolkien dans le roman. C'est à peine si on l'évoque. Alors c'est bien lui qui tue Smaug, mais il n'y a aucun background ou presque, quasiment aucun devenir du personnage. Il n'est pas du tout iconisé. Et moi, je suis un fervent défenseur de la vision de Jackson vis-à-vis de cette construction du héros, même s'il a eu des petits problèmes logistiques parce qu'en faisant revenir Legolas, eh ben, il fallait aussi qu'il trouve un moyen de le faire repartir parce qu'il ne pouvait pas avoir deux super archers en concurrence au même moment pour la même bataille. Donc, il a dû scénaristiquement trouver une petite astuce pour refaire partir Legolas qu'il avait pourtant pris du mal à faire venir en premier lieu. Donc, il y a des petits manquements comme ça, ou pas manquements, mais des trucs un peu bizarroïdes sur le plan scénaristique. Mais il fallait que Bard ait cet instant d'héroïsme total, quoi. Et là, il l'a. Et Shore l'a bien compris et le montre divinement en musique, effectivement, quoi. Oui, c'est vrai. Et après, je parlais de ces 4 notes de Smaug. Il y a les 4 notes du thème de l'orgue, des orques, pardon, de la fameuse armée antagoniste aussi, où on a. Donc il y en a. C'est même plus grave. Hein. Bien sûr, c'est. Voilà. Donc on a ça qui évoque une variante aussi du dies irae, de nouveau. C'est une variante, bien sûr, c'est pas le dies irae, mais voilà, on a quand même ce thème-là, c'est. Si on avait fait ne serait-ce qu'on change qu'une note, on est dans Sister de Herman. Et là, voilà. Donc, on est dans quelque chose, ce que je disais tout à l'heure, ces fameuses 4 notes qui annoncent le mal. Alors, c'est pas systématique, mais c'est très récurrent en musique de film. Et puis, bien sûr, un autre passage qui était intéressant musicalement, mais aussi, moi, c'était un petit passage que j'ai bien aimé parce que c'est un peu la nostalgie du Seigneur des Anneaux. C'est le passage dans le deuxième épisode où on a le premier épisode où on a le rencontre entre Bilbo et comment il s'appelle hein, et notre joli Gollum. Ils sont précieux. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. La fameuse énigme dans le noir. Hein. Énigme dans le noir, vais-je te manger ou pas, etc. Et où il découvre un Gollum cannibale et puis un Gollum complètement... d'emblée, il voit le côté noir du personnage. C'est la première scène du film, enfin toute la trilogie qui a été tournée, de manière à pouvoir libérer Andy Serkis, qui interprète Gollum, qui a été embauché comme réalisateur de seconde équipe. Donc comme ça, tout le début du tournage, il pouvait se concentrer juste au jeu, sur son jeu, et après être libéré de ça et faire son travail de réalisateur de seconde équipe. Donc c'est la toute première séquence tournée et ça a pris pas mal de jours et pas mal de caméras cassées parce qu'il y allait à fond le Serkis. Donc, mais Jackson dit non, c'est pas grave, on prend d'autres caméras. Mais ne l'empêchez pas, ne le freinez pas, elle casse, c'est pas grave, on continue. Voilà, donc c'est vrai que c'est une scène qui reste un peu nostalgiquement, voilà. Et puis ce qui m'intéresserait, c'est pas très, voilà, on est vraiment dans un pseudo. Donc là, voilà, c'était juste pour rappeler le motif. Et on a vraiment un motif, là, pour le coup, c'est un motif secondaire, vraiment lié à l'action et pas forcément au personnage, mais à ses intentions. Et c'est pour ça qu'il a choisi un thème un peu funeste, donc qui, pareil, a des échos au dies irae, hein, on est de nouveau là-dedans. Et en plus, il est bémol. Alors moi, j'insiste sur la tonalité bémol. Mais ce bémol, pour moi, quand il y a beaucoup de bémol comme ça, c'est que c'est un présage nocturne, c'est une tonalité
Yankelevitch dit toujours, enfin, il disait à propos de Fauré que le bémol était le symbolique du nocturne, de la nuit, etc. Et j'ai remarqué que dans la figure du vampire, les compositeurs, dans mon livre aussi, les compositeurs, à un moment donné, font toujours une modulation ultra bémol du thème principal. Ils le bémolisent à fond pour nous montrer que le vampire, c'est un personnage nocturne, ténébreux, des ténèbres quand même, etc. Et là, de nouveau, c'est pas un désiré sans altération, etc. C'est vraiment basé sur si bémol, il y a du sol bémol, enfin il y a du bémol partout. Et en plus, c'est joué. Bon, il faudrait que je réécoute bien parce que je pense par l'équivalent d'un cymbalum ou d'une mandoline, mais d'un cymbalum plutôt, avec ce côté, cette caractéristique un petit peu qu'on peut retrouver dans un piano préparé ou cette caractéristique un peu métallique, un peu métallisante comme ça, et qui renvoie au côté hyper glauque. On a plein de cadavres qui recouvrent le sol. On a Gollum qui est quand même pas très accueillant, ni physiquement, ni moralement. Et donc, tout ça participe à l'atmosphère, vraiment à cultiver l'atmosphère et avec peu de moyens, je dirais, une économie de moyens au niveau de mélodie et instruments. Ça commence vraiment comme ça, par cet instrument solo. Je trouve qu'il direct, il nous met dans l'atmosphère et dans cette rencontre qui va être quand même un petit peu menaçante pour épuiser dans ce contexte, qui récupère l'anneau en plus notre ami Bilbo. Voilà à peu près les petits thèmes que je voulais aborder. Et d'ailleurs, dans le Misty Mountain Call, dans le moment où il le chante vraiment à 13, là, avec la voix solo de Thorin et tout ça, eh bien... Pas doublé d'ailleurs, hein, ce sont vraiment les comédiens qui interprètent les chansons. Oui, et en fait, c'est vraiment pareil en la bémol mineur. Donc, c'est du mode de ré transposé sur la bémol mineur. Donc, il y a beaucoup de bémols. Et de nouveau, on est dans quelque chose de solennel, de ténébreux, d'ancestral, mais il y a cette gravité déjà des voix qui sont magnifiques, hein, des basses magnifiques. L'acteur principal, il a une voix basse merveilleuse. Hein. C'est très, les harmoniques résonnent. Enfin. Et en plus, cette tonalité qui est bémol et qui est dans le grave, voilà, elle nous apporte de nouveau du côté de la nuit, du froid. On est vraiment dans cette symbolique-là. Et moi, je le dis toujours, c'est jamais anodin. D'ailleurs, ça, je le dis toujours, même à mes étudiants. Je le dis toujours, quand vous faites un relevé de thème, faites-le sur le disque, hein, pas sur l'écran. Parce que l'écran, une fois même avec le numérique, hein, je sais pas de quoi ça vient, le codec, je sais pas quoi, c'est jamais la tonalité du morceau. Et or, les compositeurs, si on veut vraiment avoir la vraie tonalité, il faut écouter le disque. Là, on a la tonalité choisie par le compositeur. Et pour moi, les compositeurs, ils écrivent pas en la bémol mineur par hasard, si tu veux. Voilà. Sinon, pourquoi s'embêter avec des bémols partout voilà, au bout d'un moment, c'est qu'à mon avis, ils y mettent vraiment un ethos, c'est-à-dire quelque chose c'est chargé symboliquement et c'est pas anodin que ce soit à ce moment-là en bémol. Voilà. D'où l'importance d'écouter soit directement au CD, soit faire comme moi je fais, c'est-à-dire je les encode, mais en qualité CD, donc je ne les compresse pas, ne jamais compresser la musique pour l'apprécier à sa juste valeur. Alors je vais, comme on revenait là sur le cas de Misty Mountain, je voudrais citer quelques autres personnes parce que les autres chansons du premier film ne sont pas non plus signées d'Howard Shore, hein. C'est le cas pour toutes les chansons, quoi. Donc il y a par exemple quand il chante dans la cuisine, émousser les couteaux et tout ça, et puis plus tard la chanson du roi des Gobelins à Goblinville, etc. C'est un monsieur qui s'appelle Stephen Gallagher qui a composé ces deux chansons. Il me semble qu'il était monteur son, monteur musique en partie ou superviseur musical en partie sur la production, donc il a eu l'occasion de faire ça. Et détail amusant, on revient aux sonorités irlandaises dont tu parlais, surtout pour émousser les couteaux. Et bien là, le flutio est joué par James Nesbitt. Et James Nesbitt, c'est ni plus ni moins que Beaufort en personne. Donc, ils ont su déléguer les talents de leurs comédiens. Donc voilà, Richard Hermitage qui chante divinement. Et puis là, Nesbitt qui fait lui-même le flutio. Voilà, c'est vraiment lui qui joue. Et alors que c'était pas prévu à la base. Tout ça, c'est grâce aux rencontres, grâce à la découverte des talents chacun sur le tournage, sur le plateau, que ça crée des instants magiques comme ça. Alors Cécile, ça fait 1h30 déjà, mine de rien, qu'on parle de musique, d'Howard Shore. C'est fabuleux. On arrive quasiment au terme de l'émission, mais comme on l'avait un petit peu annoncé tout à l'heure, je vais te poser la question, non pas qui fâche, hein, surtout pas, c'est pas la question qui fâche, c'est pas du tout, c'est plutôt je le répète, un clin d'œil amical à Jean Rodolphe.
Turlin, pour ne pas le citer, qui était très hésitant, voire plus qu'hésitant vis-à-vis de la musique de Howard Shore sur la première et sur la seconde trilogie. Voilà. Est-ce que, de ton point de vue d'experte et au regard de tout ce que tu viens de nous expliquer très méticuleusement, on peut dire que Le Seigneur des Anneaux est une musique de film de type hollywoodienne, alors certes, j'imagine, mais interchangeable et comme toutes les autres? C'est une question difficile mais intéressante. C'est bien pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Oui, oui. Alors, dans le sens où, pour aller dans le sens de ton invité, je dirais que là où il dit vrai, c'est qu'il y a chez les compositeurs qu'on a cités, Goldsmith, Horner, Elfman, Shore, j'en oublie, hein, Killa, Rosenthal, Williams, voilà, bon, tout un tas de compositeurs, pour ne citer que les plus connus, les symphonistes les plus connus. Même Barry, Mancini et d'autres. Enfin, voilà, d'autres, hein, bien sûr. Et encore Mancini, c'est un peu à part. Il a fait quelques trucs dans le code, mais il est moins. Mais eux, ils ont vraiment repris les codes qui étaient déjà installés du drame wagnérien, qui avaient été inspirés du drame wagnérien, post-wagnérien, par Steiner, Korngold, etc. Ils ont repris, puis ils ont poussé en tenant compte des nouvelles technologies, des progrès des orchestrations, des diffusions, en mettant de plus en plus de dissonances, de modes de jeu, en hybridant l'orchestre avec des sons numériques, évidemment, mais ça émane du même geste dramatique, qui est ce qu'on appelle la narrative cueing, c'est-à-dire utiliser les leitmotifs, la parenté, un réseau de thèmes hyper riche. Moi, j'ai pas eu le temps de montrer tout. Je l'ai montré que sur l'antagoniste et le thème de l'anneau, mais en fait, en gros, on pourrait le faire pour tout à l'infini. C'est hyper précis. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est pas interchangeable, mais il y a des codes. Et c'est pour ça que moi, je reprends le mot que j'utilise dans mon livre. J'y tiens à ce terme, ou ce que dirait Pierre Berthommieux, ce sont des canons, c'est-à-dire les canons qu'on retrouve, mais aussi bien au cinéma. Il y a des codes dans les scénarios, il y a des codes dans les films. Dans ces films-là, c'est bourré de codes. D'un à l'autre, on retrouve les mêmes colorimétries, les mêmes types de plans au même moment pour souligner tel type d'action. Il y a des codes, c'est codifié. Pourquoi pas la musique, en fait? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas la musique? Et ça n'enlève rien, en fait. Au contraire, cette narrative cueing, elle est virtuose parce qu'elle construit un discours parallèle au film dont on a besoin, qui porte le film, qui nous apporte des états émotionnels supplémentaires, mais en même temps, chacun y va de sa signature. Voilà, ce qui fait qu'on reconnaîtra Horner. Alors après, ça relève de la magie. Je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais ce qu'on reconnaîtra Herman, on reconnaîtra un Williams, on reconnaîtra un Shore. Voilà, on va les reconnaître. Donc, il n'empêche, ils sont dans des codes instaurés, des caractéristiques bien attendues, mais en même temps, chacun y va. Moi, ce que j'ai essayé de démontrer très brièvement, il faudrait que je rentre beaucoup plus dans le détail, mais ce côté harmonique, instabilité, voilà, il n'est pas le seul à le faire, mais de cette manière-là, voilà, il a une petite signature comme ça, et moi, je trouve que non, ils sont pas interchangeables, en fait, du coup. Voilà, pour répondre à ta question, non. On n'aurait pas ce thème de l'anneau hyper mélancolique. C'est une idée fabuleuse de ne pas rentrer juste dans le côté, justement, légendaire, archaïsant, hyper folklorique ou je sais quoi. En fait, il va au-delà, il transcende un peu la chose. Et puis, c'est son expérience avec Cronenberg, avec d'autres réalisateurs qui vont faire que cet Howard Shore de cette maturité-là, à ce moment-là, quand il rencontre Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux, va écrire le thème de l'anneau. Donc, ou la chanson de Gollum. Donc non, c'est pas interchangeable. Bien sûr que non. Mais en même temps, pour dire oui, il a raison dans le sens où tout le monde est codifié. C'est codifié, mais pourquoi pas? Et au contraire, ça crée une école, ça fait école et quelque part, ça fait qu'on reconnaît le genre. Il y a des signatures auxquelles on s'attend et la mémoire collective, elle en a besoin aussi. Voilà. Et puis à contrario, par contre, voilà, je suis pas non plus. Moi, j'ai écrit des articles sur Zimmer et l'école Zimmer, Remote Control. Il n'y a pas de souci. Je m'y suis vraiment intéressée. Il y a des choses passionnantes et notamment chez Zimmer en lui-même. J'aime beaucoup certaines de ses partitions, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que je cite personne en particulier, mais dans des blockbusters d'aujourd'hui qui ont tendance je cite Berthommieux, à uniformiser, à standardiser la musique à fond. Au-delà du code, là, on tombe dans une forme de appauvrissement, c'est pas un terme adéquat, mais disons que là, ça deviendrait plus interchangeable. Alors, je dis pas une uniformisation peut-être, un genre d'uniformisation.
Ouais. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait que dans certains films, bien sûr, ça marche. Et bon, encore une fois, Zimmer le fait très bien. Interstellar, c'est juste, on l'écoute, c'est Interstellar, il n'y a pas de problème, hein, on l'oublie pas. Voilà, et puis il a un concept à chaque fois pour chaque film. Après, on n'aime pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Après, certains blockbusters de la franchise Marvel ou en France même. Hein, en France, oui, on en voit. On en voit aussi de nouveau. Récents. Qui sont de bien KPDP, réalisés. certains blockbusters de KPDP, voilà, par exemple. Les KPDP, hein, par exemple, qui sont quand même le genre porté, les grandes fresques françaises. Et là, par contre, la musique, elle devient parfois, c'est difficile parce qu'on comprend, là, pour le coup, ça pourrait être une autre musique. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde le film, on se dit, tiens, ils ont laissé un... Alors, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est vraiment pour montrer, je caricature volontairement. Ils ont laissé, le projectionniste a laissé une radio derrière. Enfin, on a l'impression que la musique, elle n'est pas du tout raccord avec on comprend pas. Et puis surtout, il y a une absence alors que les fresques, surtout les KPDP, puis Alexandre Dumas appelle ça, les romans de Dumas quand même, des grandes mélodies. Enfin, à un moment donné, on peut pas faire l'économie des grands thèmes. Le thème de l'anneau, voilà, Shore, il a fait un thème. Et je cite lui parce qu'on en a parlé aujourd'hui, mais le thème de Gollum, le Gollum Song, c'est magnifique. Le thème des Rohan, il est magnifique. Hein. Donc on a de la mélodie et pas que l'harmonie qui va avec, l'orchestration, tout ça. Et là, c'est vrai que on va manquer de cette mélodie qu'il faudrait pour ces films de costumes, de KDP, de historiques, de films d'époque. En fait, on en a besoin. Et je trouve que ça, quand on l'a pas, on a l'impression tout simplement que la musique, elle n'est pas faite pour l'image. Et là, pour le coup, on tombe dans ce que a dit ton invité précédemment. Là, enfin, il n'a peut-être pas dit comme ça. Il faudra revoir l'émission, mais en tout cas, c'était un peu l'idée, quoi. C'était un peu l'idée. Ouais. Mais là, pour moi, c'est plus ça. Alors, c'est pas sans arrêt, c'est pas systématique, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh ben, Cécile, je te remercie infiniment pour ce bon moment passé ensemble. J'espère que ça a été aussi instructif pour vous que pour moi, parce que moi, j'apprends plein de choses à chaque fois que je discute avec Cécile. Quand elle rentre dans une précision que je ne maîtrise pas, je trouve ça fabuleux. Donc, pour le coup, je vais les remontrer. Voilà, dans le désordre. Alors, voilà. Hein. La musique du film fantastique. Procurez-vous ça. Voilà, je profite du grand écran. Voilà, les musiques des séries télé. Voilà, on ne voit pas bien, mais je vais m'en sortir. De toute façon, je vais les faire apparaître à l'image après, en propre, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, le tout premier, une musique pour l'image vers un symphonisme intimiste dans le cadre du cinéma français. Je rappelle, Cécile, maître de conférence en musicologie à l'université de Rouen, spécialisée en musique de film. Ça ne rigole pas, et pourtant, des fois, on rigole, toi et moi. Donc, c'est très, 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 très bien. Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Merveilleux. Super. Bon. Merci Parfait. beaucoup pour ton invitation. Merci à Samir aussi de nous avoir permis de nous retrouver. Et vraiment, c'était un moment superbe. Et je te remercie du fond du cœur. Vivien, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Toujours. Tout pareillement. Et du coup, on parle de Samir. Eh bien, je vous invite toutes et tous à le retrouver aux commandes demain soir. On finit cette semaine en beauté par un grand live. Donc, rendez-vous sur la chaîne YouTube Microciné. Voilà, 21h. Quoique, Samir sera peut-être pas là tout de suite. Peut-être qu'on vous réserve encore un petit peu de surprise. Il y a peut-être un avant-programme. Voilà, j'en dis pas plus. Cécile, merci. Samir, merci. Merci à vous qui avez suivi cette semaine. On se retrouve en live, je le redis, demain soir. Vous pourrez poser toutes les questions dans le chat que vous voulez. Là, ce sera un vrai live. Donc, ciao à tous. Merci beaucoup et générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.